Bon, alors maintenant on passera à la gestion des fichiers, puisqu'on a vu, on a présenté le système Unix d'une manière générale, et avec les concepts de base. Oui, Pardon, monsieur, le système d'exploitation, comment il peut se contacter avec le hardware? Est-ce que c'est le BIOS qui va gérer les ouais, demandes? Ou bien c'est l'assembleur. c'est l'assembleur? Ouais, parce que l'assembleur, en général, il vient avec la machine. Toute machine, elle a son assembleur. Et donc, lui, il va communiquer à un moment donné avec l'assembleur pour communiquer les ordres au niveau de la machine. D'accord, merci. Ok. Bon, alors concernant la gestion des fichiers, donc le système, on a vu qu'une composante majeure du système, c'est les fichiers, puisqu'on avait dit que le système lui-même était décomposé en deux sous-blocs de fichiers et sous-blocs de processus. Et donc, pour la gestion de fichiers, ça veut dire que c'est ce système de gestion de fichiers qui va s'en occuper. Alors, on a vu que ce système de fichiers, il faut le rappeler, un fichier, c'est quoi? Alors, il faut s'en apercevoir que le fichier n'est pas une ressource physique, c'est-à-dire physiquement, ça existe comme un périphérique, tel qu'un clavier ou un écran ou autre, etc. Un fichier, en général, on l'appelle comme ressource logique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un ensemble d'informations qui vont constituer un fichier. Donc ça, c'est pour se mettre à l'esprit une évidence qu'un fichier, ce n'est autre qu'une ressource logique, c'est-à-dire que physiquement, ça n'existe pas. Physiquement, c'est quoi? C'est un ensemble d'informations qui se trouvent sur des supports de stockage. Et ces informations-là, cet ensemble d'informations-là va constituer le fichier. Communément, on vous donne certainement qu'on vous a donné déjà la définition, une des définitions qui existent, mais qui n'est pas adoptée dans Unix, c'est de dire qu'un fichier, c'est un ensemble d'enregistrements. Donc ça, c'est adopté dans d'autres environnements un peu différents. Pour faciliter les choses, on dira aux gens que tel qu'il s'est fait dans les bases de données pour dire que un fichier, c'est quoi? C'est un ensemble d'enregistrements. Unix, il voit les choses autrement, complètement différentes, d'une manière très simple et très facile. Pour dire, pour Unix, un fichier, c'est quoi? C'est un ensemble d'octets. Point. Il ne donne pas plus que ça. Pour lui, les choses sont très simples. C'est un fichier qui est automatiquement un ensemble d'octets. Donc pour lui, un fichier, il a un nom, bien entendu, il a une taille, il a une date de création, etc. Il a un propriétaire, etc. Mais pour lui, l'interprétation se limite à ce niveau-là. La preuve, cette définition d'Unix, vous avez certainement vu des situations qui vous paraissent peut-être bizarres, mais ça reflète effectivement la conception d'Unix et même la conception d'autres systèmes qui ont adopté la même chose. Comment vous expliquer que parfois vous téléchargez un fichier à partir du net et par la suite, une fois qu'il est sur votre machine, vous n'arrivez pas à le lire, vous n'arrivez pas à l'utiliser. Vous pouvez vous demander comment se fait-il que ça c'est un fichier que j'ai pu lire, j'ai pu transférer depuis un certain site, mais par la suite, le système n'arrive pas à le lire. Parce que tout simplement, ça reflète effectivement cette notion qui consiste à dire que un fichier, c'est un ensemble d'octets. C'est pour ça que lui, qu'est-ce qu'il a fait le système? Il a transféré un ensemble d'octets. C'est tout, point à la ligne. Donc, il ne sait pas ce que c'est que le fichier, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment il est conçu. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à le lire, parce que tout simplement, vous n'avez pas l'application sur votre machine qui est capable de lire ce fichier. Et donc, le système d'exploitation ne s'intéresse pas vraiment à l'aspect sémantique, c'est-à-dire comment est structuré le fichier et comment qui peut être lu. Donc ça, c'est pour l'aspect fichier et comment les choses sont perçues par le système d'exploitation. Donc principalement à retenir que sous Unix, un fichier, c'est quoi? Ce n'est autre qu'une suite d'octets. Point net. Alors, dans Unix, on avait dit que dans la présentation d'Unix, on avait dit qu'il y avait une structure hiérarchique. Ben, effectivement,
c'est ce qui a été adopté dans Unix. On a adopté la structure d'arbre. Donc, c'est ce qui a été fait pour la conception du système de fichiers. Alors, comme vous le connaissez certainement, c'est un arbre, c'est quoi? Vous avez une racine, vous avez des branches, vous avez des nœuds et vous avez des feuilles. Donc ça, c'est la structure d'arbre mathématiquement telle qu'on l'aperçoit. On l'aperçoit comme étant une structure hiérarchique. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs niveaux qui peuvent être perçus. Et vous avez différents éléments de cet arbre-là. Et donc, les concepteurs d'Unix, c'est-à-dire Ken Thompson et Dennis Ritchie, quand ils ont créé le système de fichiers, ils se sont basés essentiellement sur cette structure d'arbre pour pouvoir créer leur système de fichiers. Alors, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a de particulier pour les arbres. Ben, les arbres, ils ont été étudiés par les matheux et vous avez beaucoup de caractéristiques liées aux arbres. Alors, si je vous demande quelles sont les caractéristiques essentielles d'un arbre? Donc ça, c'est les définitions des éléments de la composition d'un arbre. Moi, ce que je vous demande, c'est les propriétés liées à un arbre. Quelles sont les propriétés que vous connaissez particulièrement pour l'arbre d'un point de vue mathématique? Et c'est à vrai dire, c'est ça qui a été utilisé par les concepteurs d'Unix pour choisir l'arbre et l'utiliser par la suite comme une représentation des fichiers au niveau du système Unix. À votre avis, c'est quoi? Ben, il y a une première, je dirais, propriété. Un seul point d'accès initial, c'est la racine, puisque la racine, elle est unique. Comme vous voyez sur l'arbre, vous n'avez pas beaucoup de racines. Vous n'avez une seule racine. Donc la racine, elle est unique. Donc ça, c'était la première propriété qui a été utilisée par les concepteurs d'Unix. La deuxième propriété qui existe dans les arbres. Donc pour déduire ça, si je vous disais quelle est la différence entre un arbre et un graphe? Alors, quelle est la différence entre un arbre et un graphe? J'ai aucune idée. Ben, la différence, elle est évidente et triviale. C'est dans un graphe, tu peux avoir un circuit, comme tu peux avoir une boucle à l'intérieur. Dans l'arbre, tu n'as pas de boucle et tu n'as pas de circuit à l'intérieur. Donc, il n'y a aucune boucle que tu peux trouver à l'intérieur d'un arbre. Donc, ça, c'est une propriété qui est importante pour la gestion par la suite des fichiers. Et pour l'arbre, quand tu choisis une feuille quelconque, ben, tu sais tout simplement, parmi les propriétés qui existent, c'est que quand on a une feuille quelconque, je choisis ici une feuille quelconque par exemple, c'est le chemin qui mène de la racine vers cette feuille, il est unique. Donc tu ne peux pas avoir plusieurs chemins. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de circuit. Donc du coup, il y a un seul chemin qui mène de la racine vers cette feuille-là. La feuille en général, c'est quoi? C'est un peu le fichier ordinaire. Donc tout accès à un fichier, il peut être dicté par un chemin qui est unique. Donc de la racine vers cette feuille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à identifier un fichier et à l'utiliser d'une manière unique. Et donc il n'y a pas de confusion pour l'utilisation des différents fichiers qui se trouvent au niveau de l'arborescence. Et bien entendu, au niveau de l'arbre,
vous pouvez avoir des nœuds et vous avez des feuilles. Ça veut dire que dans l'arbre, ce qu'on peut faire, on peut avoir le parcours de l'arbre. C'est-à-dire quand vous parcourez l'arbre, vous commencez à partir de la racine, vous allez dans une branche, vous allez en profondeur, vous pouvez remonter, ensuite redescendre et ainsi de suite. Donc vous avez toutes les actions, je dirais, de navigation de l'arbre. Donc ça, c'est parmi les choses qu'on peut faire sur l'arbre, c'est de naviguer sur l'arbre. Ce que je peux avoir aussi sur l'arbre, je peux modifier la structure de l'arbre. C'est-à-dire que j'ai une partie, à un moment donné, je décide de la supprimer. Donc l'arbre, il va changer de structure. Je peux aussi, au niveau de l'arbre, rajouter une nouvelle branche, par exemple, de l'arbre, de rajouter une nouvelle feuille au niveau de l'arbre. Et donc, moralité, en analysant tout ça, ça veut dire que le système de gestion de fichiers, pour vous donner un peu la philosophie et la moralité du système de gestion de fichiers qui a été créé, c'est d'utiliser l'arbre et ensuite de définir toutes les commandes qui permettent de naviguer sur l'arbre, de modifier l'arbre et à un moment donné de supprimer une partie de l'arbre et ainsi de suite. Donc vous avez toutes ces actions-là qui vont constituer notre système de fichiers et c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc au niveau de l'arbre, sous Unix, il y a une seule racine. Donc cette racine-là, elle a été définie par un caractère spécial, ce qu'on appelle l'anti-slash, c'est-à-dire la barre inversée. Donc cette barre inversée, à vrai dire, elle permet de désigner l'arbre de la structure du fichier. Et de la même manière aussi, on avait dit que l'arbre, on peut naviguer sur l'arbre. Alors comment naviguer sur l'arbre? Donc ce qui a été créé sous Unix, vous avez pour chaque répertoire, alors le répertoire c'est quoi? C'est le nœud qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire tous les nœuds intermédiaires qui existent, c'est des nœuds. Donc ces nœuds, ce que vous avez à l'intérieur de chaque nœud, vous avez deux fichiers spéciaux. Donc ces fichiers spéciaux, qui sont à vrai dire des répertoires, mais qui sont un peu particuliers. L'idée c'est quoi? C'est que vous avez les caractères spéciaux qui sont, et ça c'est une caractéristique d'Unix, il y a un certain nombre de caractères spéciaux qui sont utilisés dans Unix, donc que l'utilisateur ne doit pas utiliser par la suite. Pourquoi? Parce qu'ils sont utilisés principalement par le système de fichiers. Donc la première c'est quoi? C'est l'anti-slash ou la barre inversée pour désigner la racine. Vous avez le caractère spécial point qui permet de désigner le répertoire lui-même, c'est-à-dire si tu veux avoir un pointeur sur le répertoire là où tu te trouves, grâce à la notion point, ça permet de désigner le répertoire courant. Et vous avez aussi, dans l'arborescence, vous avez toujours ce lien de parenté, c'est-à-dire quel est le parent du fichier ou du répertoire lui-même. Donc, ce parent-là, tu peux toujours y accéder grâce à la notion de deux points. Donc, deux points qui permettent de refléter le répertoire du père. Et donc, ici, si je reviens, je dirais, au slide précédent, donc vous voyez à un moment donné un point, vous avez ce nœud-là, donc ce nœud-là, il peut être désigné par le point qui désigne ce nœud lui-même, et les deux points, c'est quoi? Ça permet de désigner le parent, c'est-à-dire c'est la racine. De la même manière, ici, par exemple, tu as un nœud, le point désigne le nœud lui-même, et le deux points désigne le parent de ce nœud-là. Donc ça, c'est pour comprendre cette notion de point et de deux points. Donc le point qui désigne le répertoire lui-même, et le deux points qui désigne le répertoire pair. Donc voici des exemples ici qui permettent de réaliser le répertoire. Donc en général, l'anti-slash qui est utilisé ici, il a deux interprétations selon sa position. Au départ, ça désigne la racine.
Donc, là, anti-slash racine users slash, donc l'anti-slash qui permet de désigner le répertoire qui est en dessous, et ainsi de suite, jusqu'à point. Donc, le point va désigner la même chose que ça. Pourquoi? Ça garde le même niveau. Par contre, que ça, avec 2 points, ça désigne le répertoire qui est pair, c'est-à-dire le slash user. Donc ça, c'est pour cette notation qui est adoptée par le système Unix. Donc, en général, on avait dit que le système Unix était multi-utilisateur, multi-tâche. Et donc, ce qui a été défini dans Unix, pour des raisons de sécurité, pour protéger les utilisateurs les uns des autres, donc chaque utilisateur, il a un répertoire home, c'est-à-dire un espace du système de fichiers, là où il va stocker ces fichiers qui lui sont propres. Donc, rappelez-vous, dans KDE, quand on a parlé de l'icône Home, donc ça, c'est ce qui désigne le répertoire personnel de l'utilisateur. Et donc, le répertoire utilisateur, en général, qui se trouve à un certain niveau de l'arborescence et qui permet de désigner l'ensemble des fichiers qui appartiennent à l'utilisateur, c'est-à-dire à partir de là, ça va être une sous-arborescence qui est propre à l'utilisateur, que les autres utilisateurs ne peuvent pas utiliser s'ils n'ont pas le droit d'accès. Alors, en général, ce répertoire personnel, il est désigné par un chemin, comme il peut être désigné par un chemin, je dirais, assez court, si vous avez l'utilisateur Mohamed, donc tilde Mohamed, c'est le synonyme du répertoire, je dirais, personnel de Mohamed. Donc ça, c'est en fonction du login. Si le nom de login qui est précédé de caractère tilde, automatiquement, ça désigne le répertoire personnel de ce login. Et donc, vous avez les fichiers qui sont désignés par des noms. Donc, automatiquement, un fichier qui se trouve dans un répertoire, vous pouvez toujours le désigner par le nom du répertoire et le nom du fichier. Donc, ça, ce qui permettra de dire, je considère tel fichier. Et ça, ce qui vous donne la possibilité d'avoir 2 répertoires différents dans lesquels vous pouvez avoir le même nom de fichier. Sauf la différence, elle se fait comment? Elle se fait par le nom du répertoire, du premier répertoire avec le nom de fichier et le nom du deuxième répertoire avec le même nom de fichier. Mais ça, c'est différent. Pourquoi? Parce que l'accès aux deux ne se fait pas de la même manière. Et donc, en général, c'est le chemin d'accès permet de distinguer un fichier d'un autre, même s'il porte le même nom. Pourquoi? Parce que chacun est caché dans un chemin qui est différent. Alors, ici, dans l'exemple, bin sh va désigner le fichier sh qui est contenu dans le répertoire /bin. C'est ça ce que ça veut dire. C'est pour ça que je dis que automatiquement, vous avez la distinction du fichier par rapport au répertoire, et donc implicitement ce qu'on appelle par rapport à son chemin d'accès. Donc, en fonction du chemin d'accès, automatiquement, vous pouvez avoir le nom de fichier. Alors, les filles qui me demandent, est-ce que /2 points, /2 points est le pair du répertoire? Bien entendu, à chaque fois que tu mets 2 points, ça veut dire que tu désignes le répertoire parent. Et donc là, tu peux remonter autant de fois que c'est permis et toléré. Donc, tout dépend de ton arborescence. Parce qu'à un moment donné, si tu désignes le pair du pair alors que tu te trouves dans la racine, ça n'a pas de sens. Mais quand tu te trouves dans un niveau inférieur, ça a un sens et ça permet de remonter toujours vers le niveau supérieur. Ça, c'est le principe de nomination des fichiers au niveau du mix. Alors, ce qu'il y a à retenir, on avait dit que la racine, c'était désigné par l'anti-slash. Ça veut dire que à chaque fois qu'on désigne un nom de fichier et qui commence par l'anti-slash, c'est quoi? C'est la racine. Ça veut dire qu'on va désigner le chemin du fichier qui mène de la racine vers le fichier.
Et on avait dit que ça, ce chemin, il est unique dans l'arborescence. Et donc, ce chemin-là, dans la littérature, on l'appelle le chemin absolu. Donc, pourquoi absolu? Parce que il n'y a aucune interprétation. L'interprétation, elle est figée. Vous démarrez de la racine et vous avez le chemin qui mène vers le fichier destination. Par contre, tout nom de fichier qui ne commence pas par ce caractère anti-slash, automatiquement, il est par rapport à absolu, il est désigné par un chemin relatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous le désignez par rapport à un répertoire intermédiaire. Et donc, c'est ce qu'on appelle un chemin qui est relatif, c'est-à-dire par rapport à la position à partir de laquelle vous commencez à désigner votre fichier. Donc, voici un exemple ici qui est donné. Donc, anti/users ali foo. Donc, ça va désigner un chemin absolu du fichier foo qui commence de la racine jusqu'à arriver au fichier. Par contre, si vous désignez un fichier bar comme un nom relatif, ça, c'est en général, c'est un fichier. Par défaut, c'est quoi? C'est le fichier qui est désigné par rapport à l'endroit où vous vous trouvez. C'est ce qu'on appelle communément, en général, le chemin relatif à partir du répertoire courant, c'est-à-dire là où vous vous trouvez à un moment donné. Alors, j'avais dit que toute la philosophie du système de fichiers, ça consistait à voir toutes les actions de navigation et de modification je dirais, de l'arborescence. Donc, vous avez une arborescence qui décrit votre système de fichiers. Parmi les choses intéressantes, vous êtes sur l'arborescence. À un moment donné, vous avez besoin de connaître où est-ce que vous vous trouvez. Donc, pour savoir on se trouve à quelle position au niveau de l'arborescence, la commande qui est utilisée, c'est pwd. Alors, en général, les commandes aussi, j'ouvre une parenthèse, le nom de commande sont désignés en général par des acronymes. Ici, pwd, qui permet de dire Print Working Directory. Donc, imprimer le répertoire de travail, c'est-à-dire là où je me trouve. Donc, ce qui permet d'afficher le répertoire courant pour donner la position là où vous vous trouvez au niveau de votre arborescence. Par exemple, ici, j'ai l'utilisateur Ali qui se trouve dans son répertoire de travail, donc son répertoire home, et donc automatiquement pwd me donne la position. Cette position, c'est quoi? C'est anti/users, anti/Ali, donc ce qui donne la position courante dans laquelle se trouve l'utilisateur Ali. Alors, ça, la première, elle vous permet de donner, je dirais, la position. La deuxième action, c'est quoi dans l'arborescence pour naviguer un peu dans l'arborescence? Vous avez une commande qui est cd. cd qui permet de dire change directory ou changer de répertoire courant. Ça veut dire que vous vous trouvez dans une position du répertoire courant, vous allez basculer vers un autre répertoire courant. Alors, la première commande, elle est sans argument. C'est directement pwd, elle n'a pas d'argument. Par contre, celle-là, cd, elle a deux options. Elle peut être avec argument, comme elle peut être sans argument. Donc, si vous ne lui donnez pas d'argument, ça veut dire que vous lui dites changer de directory. Alors, changer de directory, on va y aller vers où? Ben, implicitement, si on ne donne pas d'argument, c'est tout simplement ce qui est compris par le système et adopté par le système, c'est d'aller vers le répertoire courant. Le répertoire de travail home, c'est-à-dire que vous êtes l'utilisateur X, si vous mettez CD tout court, c'est-à-dire le système il comprend que vous voulez aller vers votre répertoire home, donc il va aller directement vous brancher vers votre répertoire home. Donc ici, regardez ce qui se passe, pwd, par exemple, ça c'est l'utilisateur Ali, il est dans son répertoire home. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Ça, on va donner des arguments, CD 2 points. Rappelez-vous, 2 points, c'est quoi? C'est de remonter vers le répertoire parent. Donc, automatiquement, si vous mettez juste après pwd, il va vous donner comme réponse anti/users. Pourquoi? Parce qu'il est remonté d'un cran. Donc, il était dans le répertoire Ali, il va être dans le répertoire pair qui est anti/users.
Par contre, si vous mettez CD, tout court, ben, tout simplement, il va vous remettre dans le répertoire home de Ali. Oui, alors, une question d'un nouveau camarade pour dire pourquoi le dollar. Alors, le dollar, ça c'est en général un caractère spécial qui est utilisé par l'interpréteur de commande. Rappelez-vous tout à l'heure quand on avait montré la boucle de l'interpréteur de commande. Donc, quand l'interpréteur de commande, il analyse une commande, il va l'exécuter. Ensuite, pour dire qu'il est prêt à recevoir la prochaine commande. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous afficher dollar. Alors, je dis dollar, ça c'est la version initiale d'Unix, puisque la version elle est américaine. Alors, il est vrai que dans d'autres versions, vous n'allez pas trouver dollar. Vous allez trouver, par exemple, le symbole supérieur ou inférieur, etc., peu importe. Ce caractère, on verra par la suite quand on arrive au shell qu'on peut toujours le changer. C'est-à-dire, c'est un paramètre qu'on peut le configurer. Par défaut, c'est dollar, comme vous pouvez le configurer par rapport à supérieur, par rapport en mettant, par exemple, le caractère dièse, etc., etc. Donc, le symbole dollar symbolise le fait que l'interpréteur de commande est prêt pour recevoir votre commande. Et donc, du coup, vous, ce que vous tapez PWD. Donc, lui, il exécute, il vous donne dollar. Ensuite, vous tapez CD, deux points, etc. Et donc, ça, c'est le fonctionnement de l'interpréteur de commande. Et donc, dans cet exemple ici, ce que vous remarquez, je change, ça veut dire je remonte dans le répertoire parent. Ici, je mets CD sans paramètre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais aller vers le répertoire personnel de Ali. Donc, si vous mettez ici PWD, donc ce qui va sortir, la réponse, ça va être celle-là, c'est-à-dire anti/user/Ali. Pourquoi? Parce qu'il est dans le répertoire courant par défaut. Donc, ça, c'est concernant le changement de répertoire grâce à la commande CD qui permet de changer de répertoire. Alors, une autre question qui consiste à dire comment aller d'un répertoire A vers un répertoire B directement. Tout simplement, si tu es dans le répertoire A, donc à partir de la position courante, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas mettre CD, et là, tu donnes le chemin. Donc, tu as deux possibilités. Soit que tu donnes le chemin relatif par rapport à ta position, donc tu décris le chemin de ta position vers la position finale B, soit que tu as l'autre possibilité, tu mets CD et tu donnes directement le chemin absolu de la racine vers B. Et là, ça te permettra d'aller vers le répertoire B. Donc, deux possibilités. Tu peux exprimer ça CD avec un chemin relatif, comme tu peux exprimer ça avec un chemin absolu. Alors, autre commande aussi de navigation et de modification du système, vous avez mkdir. mkdir qui veut dire make directory. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu demandes au système de créer un nouveau nœud, puisque les nœuds représentent les répertoires. Et donc, au niveau de ton arborescence, tu vas demander de créer un répertoire. Bien entendu, cette commande, elle a un ou plusieurs arguments. C'est-à-dire, si tu as un argument, ça veut dire que tu lui demandes de créer un répertoire. S'il y a plusieurs arguments, ça veut dire que tu lui demandes de créer plusieurs répertoires. Et donc là, tu vas créer ces répertoires en donnant soit le nom relatif, ça veut dire que ça va créer à l'intérieur du répertoire courant, soit tu donnes un nom absolu, automatiquement tu vas désigner le répertoire en question, c'est-à-dire quelle est la destination que tu vas créer. Alors, en général aussi, comme remarque, quand tu crées un répertoire, automatiquement le répertoire, je dirais, il est vide, mais d'un point de vue pratique, il n'est pas vide à 100%. Pourquoi? Parce que chaque fois que le système Unix crée un répertoire, il a besoin de cette navigation. Donc, cette navigation qui permet de monter vers le répertoire, je dirais, vers le répertoire parent, comme il peut utiliser le répertoire courant. Donc, automatiquement, à chaque fois qu'il crée un répertoire,
il va créer les deux répertoires spéciaux qui sont le point et les deux points. Donc, automatiquement, à chaque création d'un répertoire, à l'intérieur, il va créer le répertoire point et le répertoire deux points, qui, eux, ne sont autres que des pointeurs qui permettent de pointer vers le répertoire courant ou bien de pointer vers le répertoire parent. Alors, d'une manière réciproque ou symétrique, tu as un cas dire qui est make directory. Tu peux avoir aussi l'autre commande qui permet de dire rm directory, qui permet de dire remove directory. Donc, remove directory qui permet de dire supprimer la directory. Et donc, en général, la suppression, il y a un préalable, il faudrait que le répertoire soit vide. Donc, s'il n'est pas vide, en général, l'interpréteur de commande, il va t'aviser en disant attention, ton répertoire n'est pas vide. Donc là, c'est juste pour attirer votre attention. Il y a des fichiers à l'intérieur, peut-être que tu en as besoin. Et donc, RMDIR fonctionne quand le répertoire est vide. Ça veut dire quand il est vide, ça veut dire qu'il ne contient que points et deux points. Il ne contient pas des fichiers à l'intérieur. Alors, tu as aussi autre chose, c'est toujours dans la navigation et la modification de l'arborescence, tu as la primitive, la commande move, MV qui veut dire move. Donc, move, ça permet de faire quoi? Ça permet de faire deux choses. Donc, tout dépend du contexte. Ça permet de renommer un fichier, c'est quand tu es dans le même répertoire. Donc, tu donnes un nouveau nom au fichier. Donc, automatiquement, ça permettra de renommer le fichier, s'il s'agit du même répertoire, comme tu peux aussi déplacer le fichier d'un répertoire à un autre. Donc, ça a deux interprétations, tout dépend de, je dirais, des arguments qui sont utilisés. Donc, ici, par exemple, vous avez la création mkdir de fou, ça veut dire à partir du chemin de la position courante, tu crées ce répertoire. Ensuite, tu vas créer ça, Nano, c'est quoi? Ce n'est autre qu'un éditeur de texte qui va créer le fichier bar. Donc, ce fichier bar qui est créé, à vrai dire, à l'intérieur de ce répertoire courant. Ensuite, qu'est-ce que tu dis? Tu dis tout simplement move bar dans foo / bar 2. Ça, c'est ce qui permet de dire, tu vas essayer de faire le fichier, déplacer ce fichier vers le répertoire foo en lui donnant un nom qui s'appelle bar 2. Alors là, tu peux t'en apercevoir, il suffit de mettre cd foo, puisque tu as créé foo à l'intérieur du répertoire courant, donc tu peux te déplacer à l'intérieur directement, cd foo, puisqu'il est reconnu. Tu mets pwd, par exemple, ça me donne ça, /users ali foo, donc je me retrouve dans ce répertoire du répertoire courant de Ali. Si je mets ls, alors ls, ça c'est quoi? Ça permet de, c'est une commande qui permet d'afficher le contenu du répertoire courant. Donc ls pour dire liste. Donc automatiquement, ça va lister le contenu du répertoire courant. Donc tu vois qu'il va y avoir le fichier bar2 qu'on a créé au départ et on a déplacé à partir de son endroit vers ce répertoire avec une nouvelle nomination qui est bar2 et donc tu retrouves ici le nom de fichier qui est utilisé. Alors, pour la manipulation des fichiers, parfois, on a besoin de faciliter la vie un peu à l'utilisateur. Parmi les commandes, rappelez-vous, on avait dit que le système Unix lui-même est écrit en C. Alors, je prends cette commande, la commande cc, c'est quoi? C'est C compiler. Donc, ça veut dire j'appelle le compilateur C. -O pour créer les fichiers objets, donc qui s'appelle à la foo. Et je vais compiler ces fichiers-là, donc bar.c, j.c, buzz.c, log.c, etc. Alors, dans Unix, pour faciliter la vie à l'utilisateur, il y a ce qu'on appelle l'utilisation des jokers. Un joker, c'est quoi? C'est un caractère spécial qui peut avoir une interprétation particulière. Donc, au lieu d'écrire toute cette commande assez longue, je peux l'écrire sous cette forme plus compacte.
Donc, CC moins O, foo, et je vais remplacer tout ça par étoile.c. Donc là, si vous voyez tous ces fichiers-là, ils se terminent tous par étoile.c. Donc, je peux le reprendre par étoile.c. Ce qui voudra dire que ce joker qui est étoile, son interprétation, c'est quoi? Ça désigne un nom de fichier qui est interprété par le shell qu'on n'importe quelle séquence de caractères. Ça veut dire que si je suis sûr qu'il y a uniquement ces fichiers C, donc quand je mets étoile, c'est sûr qu'il va me rattraper tous ces fichiers. Pourquoi? Parce que l'étoile, c'est un caractère générique qui permet de représenter l'ensemble des séquences qui peuvent être créées, séquences de caractères, c'est-à-dire toutes les combinaisons de caractères qui peuvent être créées. Étoile, c'est un générateur de ça. Et donc, je peux écrire facilement cette commande qui est assez longue avec une commande qui est assez courte et qui peut faciliter la vie de l'utilisateur. Et donc, le shell, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplacer l'étoile par quoi? Par la liste de tous les noms de fichiers qui se trouvent dans le répertoire courant. Et bien entendu, qui ne commence, ça, quand on dit toutes les chaînes, on va dire à une exception près. Les fichiers qui commencent par point. Parce qu'il y a des fichiers, on verra par la suite, qui commencent par point. Ces fichiers-là ne sont pas pris en charge. Et donc, dans cette séquence, c'est toutes les séquences de caractères, mis à part le point qui doit être en premier. Donc, ça, c'est pas pris en considération. Et qui, étoile.c, ça veut dire tous les fichiers, les séquences qui se terminent par .c. Ensuite, il va remplacer le point C par cette liste. Ça veut dire que c'est comme si on retrouve cette liste ici et l'interprétation de la commande va s'exécuter. Donc, automatiquement, ça veut dire que cette séquence-là, ce que j'ai écrit ici, ça va être remplacé par ça et ça va être interprété par l'interpréteur de commande. Et donc ça, c'est un moyen qui est utilisé dans Unix pour faciliter la vie au niveau de l'interpréteur de commande pour l'utilisateur. Au lieu d'écrire de longues séquences, des fois, quand il y a ces séquences qui peuvent être représentées par un joker, donc j'utilise le joker qui permet de me faciliter la vie pour l'usage des caractères spéciaux. Alors, il y a aussi d'autres jokers, donc il y a l'étoile, il y a le point d'interrogation. Alors, le point d'interrogation, c'est quoi? Ça permet de remplacer n'importe quelle lettre. Donc, vous avez ici étoile, point d'interrogation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les fichiers qui se terminent, dont l'extension se termine par une seule lettre. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, ça, c'est pour l'interprétation de ces éléments. Je peux avoir aussi une autre forme de joker, ça veut dire que là, la forme A, B, C, D remplace un caractère quelconque parmi A, B, C, D. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu peux mettre une chaîne de caractères ici, ensuite A, B, C, D et une chaîne derrière. Ça veut dire quoi? C'est la combinaison de la chaîne qui précède avec un de ces caractères et le reste. Et c'est comme ça qu'on arrive à remplacer par un caractère. L'inverse, c'est de mettre le chapeau, et pour dire le chapeau ABCD, ça veut dire quoi? Ça veut dire une séquence qui ne contient pas ABCD. Donc, ça, c'est pour les jokers. On laissera la suite pour la prochaine séance, puisque la séance, elle va se terminer dans 1 minute. Donc, je vous dis à bientôt.